Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Donc, je m'appelle Milena Jaksic, je suis sociologue, je travaille au CNRS et j'ai réalisé il y a quelques années une enquête de terrain sur les politiques de lutte contre la traite des êtres humains en France. Et cette enquête de terrain a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui vient de sortir en septembre. Donc l'enquête a été terminée en 2010. Voilà, et le temps de la publication est toujours un peu plus long. Mais je travaille actuellement avec une équipe de chercheurs et de chercheuses français et allemands dans un projet de recherche qui vise à comparer les politiques de lutte contre la traite en France et en Allemagne. Parce que vous savez que les politiques à l'égard de la prostitution ne sont pas les mêmes et on essaye de voir qu'est-ce que ça change finalement au regard d'accès aux droits des victimes. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'enquête que j'ai réalisée entre 2005 et 2010. Et puis après, j'aborderai quelques questions peut-être stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on est membre d'une association par rapport à la façon dont on peut se mobiliser et avoir un discours militant sur ces questions-là. Donc, je vais juste revenir brièvement sur donc l'origine de ce projet et quelques principaux résultats. Donc moi, en fait, j'ai découvert la question de la traite donc j'ai travaillé sur la traite des êtres humains, pas sur la prostitution, je tiens à le préciser. Donc j'ai découvert la question de la traite des êtres humains en 2003, alors que j'étais en vacances dans ma ville natale, qui est Belgrade, en ex-Yougoslavie. Donc vous savez que l'ex-Yougoslavie était un pays touché par la guerre et il y avait une très importante campagne d'affichage à ce moment-là contre la traite des êtres humains. Et les violences à l'encontre des femmes, etc. Et donc j'ai vu, en fait, j'ai été très étonnée parce que j'ai jamais entendu parler de cette question avant. Et donc j'étais très étonnée de voir cette mobilisation quand même assez massive, de voir ces affiches partout dans la ville, mais aussi sur les postes frontières avec la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie. Et de voir aussi comment beaucoup d'associations féministes anti-guerre s'étaient converties à cette nouvelle cause. Et donc, des associations anti-guerre, anti-militaristes, etc., elles ont investi cette nouvelle question, qui était aussi une importante source de financement, parce que l'Union européenne finance ce type de projet et de politique de lutte contre la traite dans des pays dits tiers, comme une condition d'entrée dans l'Union européenne. Donc c'est une condition d'entrée, l'efficacité de la lutte contre la traite. Donc après, j'arrive en France et je vois en fait qu'ici, il n'y a pas du tout une mobilisation de cette nature et qu'au contraire, on a une loi en 2003 que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle la loi pour la sécurité intérieure et qui est une loi assez étonnante parce que d'un côté, elle introduit l'incrimination pour traite des êtres humains dans le code pénal français et dans le même temps réintroduit le délit de racolage passif. Donc d'un côté, on dit il faut absolument sauver ces femmes victimes de violences sexuelles et de prostitution forcée. Et donc pour les sauver, on va créer des conditions qui vont les mettre en garde à vue. Enfin, parce que c'est ça le racolage passif. Mais la façon dont ça a été justifié par Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, c'était de dire on met en place une répression par le bas, comme par exemple pour le trafic de drogue. Si le proxénète s'enrichit, c'est bien parce que la prostituée exerce son activité en toute liberté. Donc, on va contrôler, on va faire cette répression par le bas. La garde à vue est envisagée comme une mesure incitative. Donc, elle vise à inciter les personnes à dénoncer leurs proxénètes ou leurs trafiquants. Et c'est comme ça qu'on va remonter les réseaux, etc. Donc, c'était ça, là. Mais tout ça au nom des droits de l'homme, au nom des droits des femmes, de la lutte contre les violences sexuelles, etc. Donc, c'était très, très intéressant parce qu'on voit comment la loi a produit ce que j'ai appelé une victime coupable. Et aussi comment la loi a permis d'articuler des logiques humanitaires et sécuritaires. Et ce qui m'avait intéressé, c'était de voir qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Alors bon, je ne vais pas maintenant entrer dans les considérations sociologiques, pourquoi c'est sociologiquement intéressant, mais si vous voulez, la plupart des travaux qui sont consacrés à la traite des êtres humains depuis une dizaine d'années sont des travaux de sciences sociales, adoptent une posture normative, à savoir que c'est des travaux qui soit visent à montrer que la prostitution c'est terrible, c'est vraiment un viol, une violence, etc., soit de l'autre côté des travaux qui consistent à dire que finalement la traite des êtres humains, ce n'est qu'un mythe,
ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'une façon de mettre, avec un discours humanitaire, en fait, de contrôler des migrations, de contrôler des femmes migrantes prostituées. Donc voilà, on instrumentalise la lutte contre la traite pour finalement pénaliser, criminaliser des femmes migrantes. Je suis assez d'accord avec ces discours. Bien sûr qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instrumentalisation, etc. Bien sûr qu'on mobilise le discours humanitaire pour finalement pénaliser les femmes migrantes, mais moi, c'était pas ça l'objet de mon étude. Je voulais justement prendre des distances avec ces discours normatifs et voir à travers une enquête de terrain, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'une femme migrante qui n'a pas de papier en France rencontre un officier de police, je ne sais pas, l'employé ou travailleur social d'une association. Voilà, j'ai essayé en fait de restituer la trajectoire institutionnelle de ces personnes qui sont à la fois considérées comme des victimes et comme des coupables. Et donc, en fait, j'ai fait une enquête multisite qui m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est pas facile d'avoir accès aux services de police, c'est pas facile d'avoir accès à certaines associations, c'est pas facile d'avoir accès aux préfectures. Mais en gros, l'enquête multisite a consisté à suivre les femmes migrantes sans papier dans leur déplacement. Des femmes migrantes sans papier, prostituées, qui à un moment donné décident de porter plainte ou qui se reconnaissent comme victimes ou après les parcours sont complexes. Et donc j'ai identifié ces différentes épreuves. Donc d'abord c'est l'épreuve de l'identification policière. Donc comment on passe de la garde à vue, où on est d'abord considéré comme coupable, au dépôt de plainte ou de témoignage, parce que vous savez qu'en France, pour être reconnu comme victime, il faut témoigner ou déposer plainte. Donc il ne suffit pas juste de dire « je suis victime » et puis vous avez accès aux droits, bien sûr que non. Donc la condition de victime, elle est vraiment le résultat d'une relation sociale. C'est ça qui était vraiment important dans mon travail, d'une relation sociale entre tous ces différents acteurs, associations, police, préfecture. Donc la deuxième épreuve, c'était l'épreuve de l'identification associative. Quand même, l'un des gros problème de cette loi pour la sécurité intérieure, c'est que les associations sont quelle que soit leur position idéologique sur la prostitution, les associations sont devenues des sous-traitants de l'État qui font vraiment un travail de tri. Alors, certaines avec plus ou moins de conviction, etc. Et puis, ça dépend, évidemment, on ne peut pas généraliser. Ça dépend aussi des travailleurs sociaux, de la façon du sérieux qu'ils mettent dans leurs activités. Mais voilà, elles sont amenées à faire un important travail de tri entre les bonnes et les mauvaises victimes. Donc, il y a toujours ce soupçon parce que, justement, la condition de victime est tellement associée au dépôt de plainte et de témoignage. Il y a toujours ce soupçon, elle témoigne ou elle dépose plainte uniquement pour avoir des papiers. Ben oui, et puis, c'est quoi le problème? Mais vous voyez, c'est ça qui a créé cette logique de soupçon, mais c'est ça aussi qui a créé, en fait, une administration, des relations d'interdépendance très fortes. Je crois qu'on voit rarement des politiques publiques où les associations et les services de police travaillent aussi, de manière aussi rapprochée. Et sont complètement dépendants les uns des autres. Donc vous avez la BRP ou l'OCRET qui vont clairement demander aux associations de leur apporter des victimes qui vont leur donner des éléments de preuve, etc. Et puis des associations qui ont besoin de ces dépôts de plaintes et de témoignages pour accompagner les personnes. Donc ça, c'était la deuxième épreuve, l'identification associative. Et puis la troisième épreuve, quand les services de police et les associations se mettent bien d'accord qu'on a là une bonne victime, c'était l'épreuve de la préfecture. Et donc, qui en gros certifie, c'est un moment de certification de ce statut. Donc, elle va donner des papiers. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît la question bien, mais c'est des APS de 6 mois ou des cartes de séjour d'1 an en cas de dénonciation ou de dépôt de plainte. Et alors, c'est très intéressant. Vous savez que la prostitution n'est pas interdite en France. Donc, c'est uniquement tout ce qui porte atteinte à l'ordre public ou à la dignité de la personne, donc le proxénétisme, c'est ça qui est poursuivi. Or, là, par exemple, dans mes observations, parce que pendant plusieurs mois, j'ai observé en fait ces interactions dans les préfectures entre donc la victime de traite, l'association qui l'accompagne et les employés de la préfecture. Donc, c'était un trio infernal. Et donc, en fait, il y a des employés de la préfecture qui n'arrêtaient pas de poser la question de « est-ce qu'elle a arrêté la prostitution ?»
sachant que voilà, ce n'est inscrit nulle part dans la loi, mais ça dit quand même quelque chose de la façon dont on appréhende la question de la traite, comme si on ne pouvait pas être prostituée et victime de traite. Parce que justement, vous pouvez à un moment donné de votre parcours prostitutionnel connaître des situations de contrainte, d'accord ? Parce que dans n'importe quel travail, vous pouvez connaître de l'exploitation, de la servitude, je sais pas, vous pouvez vous faire arnaquer, etc. par votre employeur, ça existe, donc vous portez plainte, mais c'est pas pour autant que vous souhaitez plus exercer ce métier. Or, les interprétations, parce que la loi est tellement floue, elles sont multiples. Et donc, dans cette épreuve de la préfecture, cette question revenait sans cesse. Et puis, la dernière épreuve que j'ai observée dans mon travail, c'était celle du tribunal. Si vous voulez, tout mon travail est parti d'un étonnement. Donc, vous avez quand même une mobilisation assez importante contre la traite au niveau international. On va justifier la mobilisation contre la traite au nom des victimes qu'il faut absolument protéger. Donc ces victimes, je les ai appelées des victimes idéales. Donc c'est toujours une femme naïve, vulnérable, passive, vraiment. Elle est arrivée ici, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver, etc. Donc elle est construite sous une forme idéale dans les mobilisations internationales. Et puis, quand j'ai commencé cette enquête, je me suis dit, voilà, la loi vient d'être votée, il y a une incrimination qui vient d'être introduite dans le code pénal. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans les tribunaux observer les affaires de traite. Donc, j'arrive devant le TGI de Paris, c'était en 2005, 2006, et on me dit, non, en fait, vous savez, en France, il n'y a aucune affaire de traite qui est portée devant les tribunaux. Et donc là, je me suis dit, sociologiquement, c'est quand même super intéressant parce que donc vous avez une cause, la lutte contre la traite, qui a été instituée au nom des victimes. Et puis, en fait, quand on arrive devant les tribunaux, quand on essaye de regarder la façon dont cette mobilisation se traduit en des termes judiciaires et d'accès au droit, il n'y a rien. Et maintenant, vous avez quelques qualifications pour traite. Ça commence à venir, plus de 10 ans après le vote de la loi. Mais c'est très, très, très lent. Et ce qu'on observe dans les tribunaux, c'est que les victimes ou les parties ou les personnes, c'est rare qui se constituent partie civile, elles ne sont jamais présentes dans les procès. C'est très, très rare. Par exemple, dans les affaires où vous avez 30 femmes migrantes qui sont impliquées, vous avez une grande partie qui est simplement expulsée vers leur pays parce qu'elles ont refusé de dénoncer ou de porter plainte. Donc ça, c'est une partie. Une autre partie qui ne veut absolument pas témoigner devant les tribunaux et faire face à leurs anciens souteneurs. Et vous avez une personne qui se constitue partie civile, et c'est très, très rare, mais qui, elle non plus, ne veut pas prendre la parole. Moi, je ne sais pas, sur plusieurs années d'observation de terrain, j'ai rarement vu les victimes dans les tribunaux. Donc, vous voyez, vous avez un dispositif institutionnel, en fait, qui rend vraiment quasiment... sans parler, bien sûr, de violences policières, de contrôle d'identité permanent, et voilà, ça n'a rien à changer par rapport à 2003. Donc, vous avez un dispositif, en fait, qui rend l'accès au droit impossible. Et je pense que ce qui est important, là, je viens à la deuxième partie de l'exposé, c'est quand vous êtes militant d'une association, que vous vous intéressez à cette question, etc., ce qui est important à souligner, c'est que ce difficile accès au droit, il est aussi... les causes de ce difficile accès au droit sont à chercher dans la façon dont la question est problématisée dans l'espace public, y compris par les militants associatifs. C'est-à-dire, bien sûr, tout ce débat sur la traite est complètement pollué par les clivages abolitionnistes, travailleurs du sexe. Donc, c'est complètement pollué par ça. Et on a du mal à justement dissocier les questions de prostitution ou de traite des êtres humains de ces positionnements normatifs. On a du mal à dire... Mais en fait, on s'en fout, contrainte ou pas. Ce qui est important, c'est la libre circulation des personnes. Décloisonner la question de la prostitution des questions purement
prostitutionnelle. Donc, avoir un discours sur la libre circulation des personnes. Moi, hier, j'ai passé la journée à un colloque organisé par une grande association abolitionniste que je ne vais pas citer. Et si vous voulez, à aucun moment... Donc, on a parlé des victimes. La prostituée est égale victime. Mais cette prostituée, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de couleur de peau, on ne connaît pas ses conditions sociales. Enfin, on ne sait rien d'elle. C'est la prostituée, elle est victime. C'est l'universel au nom duquel on va se mobiliser. Mais il n'y a pas eu, pendant toute la journée, un seul mot sur l'accès au droit. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas... je veux dire, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes doublement stigmatisé en tant que sans-papier et prostituée, que vous n'avez pas de logement, qu'est-ce que prévoit la loi de 2016 dans son parcours parce que le volet social que tu n'as pas développé, le parcours de réinsertion, c'est 330 € par mois. Donc, qu'est-ce que vous... 330 ? Non, c'est fini, ça c'était dans le projet. Ah, dans le projet. Ils l'ont enlevé du projet parce que sinon c'était l'ATA, donc effectivement 330, mais ils l'ont enlevé du projet. Et maintenant il y avait un fonds qui devait être un fonds créé spécialement alimenté par la saisie des avoirs criminels proxénétisme traite, qu'ils ont supprimé dans la dernière loi de finances et qui va rentrer dans le fonds général des avoirs criminels avec juste une intégration de la lutte contre le proxénétisme. Ça. Donc en gros, en fait, le projet de réinsertion, voilà. Et non, mais c'est super important. C'est super important parce que avec un collègue qui s'appelle Alban Jacquemart, j'ai suivi les débats parlementaires de 2013 à l'Assemblée nationale, et c'était très instructif parce que si vous voulez, droite-gauche, ils étaient tout à fait d'accord pour dire que vraiment la prostitution c'était terrible, que la droite n'était pas très chaude pour la pénalisation des clients, mais après tout, pourquoi pas. Et donc, on était vraiment au pays des bisounours, sauf qu'au moment où il fallait parler vraiment de l'accès au droit, et là, on a quand même réalisé que, c'est le PS, tout le monde d'ailleurs, que d'accord, elles sont victimes, mais en même temps, c'est quand même des étrangères sans papier. Donc, vous voyez, quand on met un visage concret sur la catégorie des victimes, donc c'est pas la victime l'universelle, c'est vraiment, donc elle est étrangère, elle est sans papier, donc on peut pas lui donner des papiers comme ça. Donc il faut quand même faire le tri, il faut quand même qu'elles prouvent qu'elles sont victimes. Et donc ça, c'est une question que je pose souvent aux abolitionnistes, notamment, c'est... D'accord, je ne comprends pas. Alors, si vous considérez que la prostitution est une violence en soi, et c'est ce que j'ai entendu hier à longueur de journée, il y avait même une psychotraumatologue pour nous expliquer vraiment tous ces effets néfastes sur l'hypophyse, etc., de la prostitution. Si c'est une violence en soi, alors pourquoi elles doivent prouver qu'elles sont victimes ? Si l'acte même de prostitution est une violence en soi, pourquoi elles doivent prouver qu'elles sont victimes ? Donc on est vraiment là dans un débat moral. Je pense que l'abolitionnisme en France est vraiment dominant, omniprésent, et c'est un abolitionnisme qui s'inscrit dans ce registre moral, qui ne pose pas clairement la question d'accès au droit, qui est extrêmement dangereux parce que en fait, il désincarne complètement les personnes en chair et en os. Et donc, juste pour terminer, voilà, la raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à accéder au droit, c'est parce qu'il y a vraiment ce féminisme abolitionniste a je pense, des conséquences absolument désastreuses sur la cause. Mais c'est aussi parce qu'avec la traite des êtres humains, on est dans un cas limite où vous avez des personnes qui ne se mobilisent, les personnes concernées, qui ne se mobilisent pas. Vous voyez, ce soir, on est quand même majoritairement des Blancs, du quartier, classe moyenne, etc. Il n'y a pas... Les personnes concernées, elles ne sont pas présentes ici ce soir. La personne, elle s'est désistée, donc bien sûr, il y a de la stigmatisation, il y a tout ce que vous voulez, mais je pense que le lien, il se fait très, très, très difficilement, et c'est ça aussi qui rend cet accès au droit extrêmement problématique et difficile. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est, comme tu disais, plus intéressant d'échanger avec la salle. En fait, reprendre la parole 2 secondes pour
voir, il y avait une chose qui était claire, parce qu'une des nouveautés de la loi du 13 avril 2016 en termes de titres de séjour, c'est justement de créer deux catégories de titres de séjour. Avant, il y avait déjà le titre de séjour pour les victimes de traite et de proxénétisme, qui maintenant, depuis la loi, est devenu un titre de séjour d'1 an de droit pour celles qui dénoncent ou témoignent, évoqué. Et il y a l'autre titre de séjour, qui est le titre de séjour pour les victimes de proxénétisme qui ne souhaitent pas témoigner, mais qui donc du coup vont bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, à la condition qu'elles arrêtent la prostitution. Condition qui n'est pas explicite dans le titre de séjour pour les victimes qui dénoncent ou témoignent, qui est effectivement complètement implicite, et les préfectures continuent à appliquer cette condition qui illégalement, enfin, puisqu'il est requis des victimes qu'elles aient rompu avec le milieu, mais non pas qu'elles aient arrêté leur activité. Mais avec à côté, et là, c'est ce qui introduit encore une autre forme de tri des bonnes et mauvaises victimes, puisqu'il y a celles qui sont les mauvaises victimes, donc il va y avoir un mauvais titre de séjour. Et là encore, pour rebondir sur la prostitution qui serait une violence en soi, c'est une violence, mais il faut quand même leur imposer la condition d'arrêter la prostitution, parce que probablement elles n'ont pas suffisamment compris que c'était une violence telle qu'il fallait qu'elles arrêtent. Enfin, du coup, on est quand même toujours dans un truc hyper paradoxal et très sécuritaire, là où l'idéologie victimaire préside, et donc avec ce paradoxe toujours. Et plus pour faire un parallèle, parce qu'il se trouve, comme vous l'avez compris, moi je suis en charge d'un projet de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe, donc pas que les questions d'exploitation, mais aussi toute autre forme de violence. Il faut souligner qu'en fait, en France, les personnes migrantes victimes de violences qui, par exemple, portent plainte et veulent faire valoir leurs droits, donc rester sur le territoire le temps de la procédure judiciaire, éventuellement jusqu'à l'indemnisation, n'ont le droit à aucun titre de séjour, que c'est hyper compliqué d'avoir un titre de séjour pour raison humanitaire sur ce terrain-là. Pour des procédures, quand on parle de procédure judiciaire, on est entre 2 et 4-5 ans. Donc, c'est des personnes qui vont rester pour, à un moment donné, faire condamner leur agresseur. Ça veut dire qu'elle se condamne elle-même à rester entre 2 et 4-5 ans sans papier sur le territoire. Voilà, c'est toujours intéressant aussi, voilà, de voir quelles sont, là encore, les victimes des bonnes infractions et des autres. Une chose, ce qui est important à souligner, c'est la différence entre 2003 et 2016. Enfin, des lois, c'est qu'en 2003, oui, effectivement, la priorité, c'était quand même l'ordre public. On ne voulait pas avoir ces gens dans la rue. Bon, on sait, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on met en place aussi des dispositifs répressifs, mais au nom des droits des femmes. Et donc, c'est vraiment, je pense que ça serait intéressant de mener toute une réflexion sur ce qu'une anthropologue américaine, Elizabeth Bernstein, a appelé le féminisme carcéral. Et parce que c'est un féminisme qui compte ses victoires par le nombre d'arrestations, de mesures répressives, de mise en garde à vue, etc., des coupables. Alors les cibles, elles varient suivant les causes, mais je veux dire, le féminisme, il n'est pas complètement comment on peut dire ça, imperméable justement à ces logiques de répression, ces logiques sécuritaires, etc. Le féminisme n'est pas angélique. Ou en tout cas, il ne se concentre pas uniquement sur des questions d'accès au droit. Il y a ce volet répressif qui est aussi extrêmement important, et je pense qui est assez en vogue aujourd'hui.